Salut tout le monde et bienvenue à Une Seconde Rock. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. On peut dire que Pâques, c'est une fête comme genre le temps des fêtes de Noël, tu sais, who knows, mais bon, c'est 4 jours de congé, j'espère que vous en avez profité. Aujourd'hui, j'aborde un roman que j'ai moi-même eu à lire au secondaire. C'est avec ce livre-là que j'ai découvert l'autrice Amélie Nothomb et je serai toujours extrêmement reconnaissante de ma professeure de secondaire 5 qui nous l'a mis au programme. Allons-y avec l'analyse d'acide sulfurique. Née en 1967, Amélie Nothomb, de son vrai prénom Fabienne, est la fille d'un diplomate belge. Parfaitement bilingue, elle a longtemps travaillé pour une firme japonaise dans la traduction et c'est ce qui lui a inspiré un de ses romans autobiographiques, Stupeur et tremblement. Ce roman est sorti en 1999 et avec celui-ci, il a gagné le prix de l'Académie française. Avec Mercure et Attentat, Stupeur et tremblement est aussi les romans d'Amélie Nothomb qui sont probablement les plus lus en ce moment dans nos écoles et depuis quand même un certain temps, mais j'ai pas souvent entendu parler d'acide sulfurique qui était lu dans plusieurs écoles au Québec. Mais je tenais à faire celle-là en premier parce que c'est vraiment ce livre-là qui m'a initiée à l'écriture d'Amélie Nothomb et son écriture est tellement diversifiée dans chacun de ses romans. C'est pas tous des autobiographies, il y en a que c'est des dystopies comme on va le voir avec Acide sulfurique. Elle est extrêmement diversifiée dans tous ses romans. Alors c'est vraiment au choix de votre professeur de vous présenter un roman plutôt qu'un autre. Depuis le début de sa carrière avec son premier roman Hygiène de l'assassin publié en 1992, elle publie environ un livre par année et tous ses romans sont publiés par le même éditeur, donc les éditions Albin et Michel. L'ensemble de son œuvre a été récompensé par le prix Giono en 2008. Ses romans sont traduits en 40 langues, bref, c'est pas pour rien que vous avez à la lire au moins une fois dans votre parcours. Publié en 2005, Acide sulfurique va nous raconter une dystopie où on aurait créé une télé-réalité basée sur les camps de concentration allemands. Et là, non, on n'est pas dans une télé-réalité qui se passe dans les années 40, pas du tout. On est dans notre époque, disons, présente, donc dans la modernité, et on a inventé vraiment un jeu de télé-réalité qui s'est inspiré de cette époque-là. Est-ce que c'est trash? Oui, mais ça a son point. Panonique, elle a été enlevée alors qu'elle était dans un jardin, tout simplement, et elle vivait sa petite vie, et elle a été kidnappée pour être une des victimes du camp de concentration. Les sélections se sont faites aléatoirement, les victimes n'ont bien évidemment pas mis leur nom sur une liste comme fait « Yes, je veux mes points IDA ». Non, non, mettons que Panonique était zéro consentante. Mais pour Zdena, c'est l'inverse. On ne demandait pas de qualification quelconque pour être tortionnaire dans le camp de concentration, alors n'importe qui pouvait appliquer. Et le plus t'étais sadique, le mieux c'était. Alors Zdena, elle en a mis une pas pire shot, c'est un peu trash son affaire. Quand on lui a expliqué le concept de l'émission, elle était pas choquée pantoute, elle. Tant mieux parce que le but c'était que l'expérience de torture soit 100% réaliste. Fait que si elle est game d'aller faire pas mal de niaiseries puis de torturer des gens, let's go, man, on va faire de l'argent avec toi, tu sais. Fait que comme la première phrase du roman vient le décrire, ou si vous avez la même édition que moi publiée dans le livre de poche, à l'arrière, vous avez la quote principale. « Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus, il leur fallut le spectacle. » Ça montre à quel point on est dans un univers où ce concept de télé-réalité-là était ce qui allait faire vendre le plus. Les gens étaient rendus dans cette dystopie-là à un point où, justement, ça le dit, la souffrance, voir, sentir la souffrance, avoir l'impression que de la souffrance autour, c'était plus assez, fallait le voir, fallait pouvoir le commenter et même, à un certain stade, le contrôler. Alors, Panonique et Zdena vont toutes les deux participer à cette télé-réalité, Panonique du point de vue de la victime, Zdena du point de vue de la tortionnaire. À l'intérieur du roman, l'histoire va se concentrer sur ces deux personnages-là et la relation qu'ils entretiennent tout au long du roman. Alors, Zdena est tombée amoureuse de Panonique. Panonique, c'est pas trop clair les sentiments qu'elle ressent, mais au final, c'est malsain comme relation. C'est-à-dire que dans le top des relations toxiques, là, pas mal en haut de l'échelle. Fait qu'à un moment donné, Zdena va commencer à essayer de montrer à Panonique qu'elle est plus que seulement la tortionnaire, qu'elle a un meilleur côté d'une certaine façon. Elle essaie de la bribe, elle veut la traiter avec des traitements de faveur tout au long du processus. Puis Panonique, elle veut rien savoir de ça. Elle n'est pas dans ce game-là, pantoute. Puis elle veut pas jouer sur les choix des producteurs qui veulent montrer cette relation-là, montrer qu'il y a une histoire d'amour qui se développe à travers cette émission de télé-réalité-là. Elle trouve ça vraiment malsain et avec raison. Elle va quand même utiliser cette relation-là avec Zdena pour essayer de faire quelque chose de plus avantageux pour les autres victimes du camp. Je ne vais pas vous expliquer les évolutions, les hauts et les bas de cette relation-là. Je vais vous laisser la découvrir par vous-même. Le roman est divisé en 5 parties qui vont toutes augmenter à un certain niveau le palier d'à quel point on est rendu intense au niveau de la télé-réalité. Fait que bon, au début, tu as la mise en contexte, après ça, blablabla, il se passe la première affaire, deuxième affaire, troisième affaire, etc. Jusqu'à
5, qu'on arrive pas mal à la fin. Tu comprends, tu sais? Au niveau de la langue, donc c'est du français, bien évidemment. Elle est belge d'origine, donc elle écrit en français, qui est sa langue principale avec le japonais. Mais c'est un français qui est un petit peu plus européen. Alors parfois, on va trouver des phrases où on va utiliser le mot causer, par exemple, à la place de discuter, ce qui va faire une différence au niveau de la prononciation des mots dans notre tête ou juste la manière qu'on va lire la phrase. C'est pas un parler zéro typiquement québécois. Et je dirais pas non plus que c'est quelque chose d'assez international. C'est quand même typiquement européen comme façon de parler, mais bon, ça fait partie de la game. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas du tout. Ce qui peut être mêlant par certains moments, c'est que les victimes à l'intérieur du camp de concentration télévisé ne sont pas appelées par des noms. Alors, c'est des codes avec des chiffres et des lettres. Fait que ça peut être mêlant à un moment donné si t'es pas trop sûr, puis tu mélanges des histoires ou tu mélanges les chiffres, les lettres, ça se peut que ça devienne mélangé à certains points. Par contre, les personnages qui sont identifiés à partir de numéros sont quand même extrêmement distincts. Il y en a qui sont beaucoup plus jeunes, il y en a qui sont beaucoup plus vieux, il y en a qui ont des caractéristiques assez particulières. Fait qu'on est capable de les retrouver puis de faire des liens. Mais si jamais vous avez des difficultés à retenir des chiffres random puis les associer à des caractéristiques, n'hésitez pas à vous garder une petite feuille proche qui va avec les mots et les noms, les descriptions et les chiffres pour vous aider juste à garder le flow, puis quand vous tombez dessus dans le roman, de ne pas vous perdre dans l'histoire en essayant de vous rappeler « Ah oui, c'est qui ça déjà? Ah, moi, je pense que c'est ça. Ah, finalement, c'était pas lui. » Voilà. Dans l'édition que j'ai, donc que je vous ai déjà montré dans le livre de poche, c'est 212 pages. Alors, c'est pas beaucoup, c'est quand même un roman assez petit. Et la longueur des chapitres n'est pas identifiée. Donc, c'est divisé en 5 parties, mais c'est pas entrecoupé de chapitres numérotés. Et il y en a, par exemple, il y a des petites interstices à l'intérieur qui vont être genre 2 pages, puis après ça, ça va être 6 pages pour l'autre d'après. C'est pas constant. Mais d'une certaine manière, ça aide à avancer un petit peu plus rapidement dans la lecture. Moi, par exemple, je préfère quand c'est des plus petits éléments, puis après ça, on me donne un plus gros bunch, puis après ça, je retourne dans des petits. Ça me montre que ma lecture continue de progresser, puis ça me motive à poursuivre le roman. Fait que si vous êtes comme moi, ça, c'est une bonne affaire. Side note, juste pour le mentionner, je suis pas mal sûre que ce livre-là que j'ai eu à lire en secondaire 5, c'était celui qui a été le plus lu dans les romans qu'on a eu à lire cette année-là. Parce que le thème extrêmement original, l'écriture très intéressante, l'histoire en tant que telle amène beaucoup de débats et de questionnements sur notre société. Même quand j'ai gradué en 2016, même aujourd'hui encore, c'est toujours d'actualité. Puis ça l'était clairement quand ça a sorti aussi. C'est extrêmement dans les temps présents, c'est très moderne. Fait que ça vient nous toucher, peu importe l'âge qu'on a. Puis au secondaire, où on est beaucoup plus en contact avec justement les médias sociaux, la télé-réalité et tout ça, c'est un bon moment pour apprendre à lire puis à comprendre à ce niveau-là, comment ça peut devenir malsain puis être affecté. Je dis ça, je dis rien, mais ça veut peut-être prouver un petit peu la qualité de ce que vous avez à lire. Mais bon, en tout cas. Il y a 2 thèmes qui sont définitivement immanquables à l'intérieur de ce roman-là. On a la Seconde Guerre mondiale et on a la télé-réalité. Commençons par la télé-réalité. Alors, l'utilisation de ce concept-là dans une dystopie moderne, c'est bien évidemment quelque chose d'intelligent. Parce qu'on a tous un référent avec ou pas. Même si moi, j'écoute pas de télé-réalité, puis j'en ai jamais écouté, puis ça m'intéresse pas, puis j'en ai rien à foutre, c'est quand même quelque chose que je suis familière avec, parce que tout le monde autour de moi l'écoute, ça fait partie du commun esprit, tout le monde sait que ça existe, tout le monde sait à quoi ça sert, tout le monde sait ce que ça amène chez les gens. Il y en a qui trippent là-dessus comme ça se peut pas, puis il y en a d'autres comme moi qui sont plus comme genre... Alors bien évidemment, à l'intérieur du roman, on vient critiquer cet aspect-là de la télé-réalité dans nos vies. Fait à quel point ce besoin-là de nous comparer, de regarder les autres, puis de bien évidemment rire d'eux autres, c'est un peu quasiment le concept de la majorité des télé-réalités, ça l'amène à un point où on a poussé la chose à l'extrême pour que ça devienne littéralement un élément de torture. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment avec la télé-réalité aussi. Là, on est vraiment dans un concept où on torture physiquement, mais en ce moment, la torture psychologique dans des séries de télé-réalité, c'est un peu absurde à quel point c'est intense. Dépendamment du titre que vous allez écouter, il y en a aussi qui sont stagés, il y en a que c'est des fausses télé-réalités. Écoutez, je sais, je vis pas dans le déni non plus, mais ça vient nous montrer un côté de la télé-réalité puis de la manière que c'est venu s'imprégner dans notre société qui est complètement malsaine. Puis la quote de départ, puis bon, la manière qu'on résume le roman avec la quote derrière le roman, ça vient vraiment dire que l'humain est rendu à un point que c'est plus assez de savoir que la souffrance existe. C'est plus assez de se dire que quelqu'un d'autre souffre peut-être à quelque part. Faut le voir avec ses yeux, faut y participer. À l'intérieur de cette télé-réalité-là, dans le roman, il y a des gens qui votent pour savoir qui va être éliminé.
éliminé. C'est un camp de concentration. Read between the lines. C'est une dystopie. Je vous en ai fait un petit peu la définition dans une autre de mes capsules, je crois. Mais c'est une version futuriste de quelque chose de quand même assez moderne qui se passe pas en ce moment, mais qui pourrait très bien arriver. Qui est basé un petit peu justement sur de la science-fiction. Donc là-dedans, on est dans une réalité où la télé-réalité a vraiment pris le dessus sur les gens, qu'on est rendu un peu fucked up, puis il y a tellement soit plus de souffrance autour de nous qu'on a besoin de l'avoir dans sa TV, ou on est rendu tellement mesquin qu'il faut être rendu qu'on vote pour qui qu'on va tuer, puis qu'on décide de comment il va se faire tuer. C'est ce qui fait que c'est un bon roman à lire au secondaire, justement comme je disais tantôt, parce que c'est le moment où on est le plus confronté à toute cette réalité-là de médiatisation, de télé-réalité et tout ça. C'est vraiment à cet âge-là que c'est plus prenant chez nous. Mais c'est aussi à cet âge-là où on est plus prompt à changer notre mode de pensée. Lorsqu'on est jeune et qu'on commence à apprendre des choses, qu'on commence à découvrir c'est quoi le monde, puis qu'on veut toucher à tout, connaître toutes sortes d'expériences, c'est là qu'on a besoin de lectures comme acide sulfurique pour nous ramener des fois sur des chemins un petit peu plus comme genre, ouais, c'est peut-être pas si bon que ça, ce point-là, finalement. Ça nous fait peser la balance de lire ce type de roman-là plus jeune, puis de le relire peut-être plus tard, une fois rendu un peu plus vieux, on a plus de bagages, plus d'expérience. Puis là, on fait comme genre, OK, ouais, c'est vrai que c'était un peu comme ça, tu sais. En même temps, il faut regarder de la télé-réalité pour comprendre les références puis le concept décrit à l'intérieur du roman. C'est pas universel, c'est pas comme toute télé-réalité, mais vous avez probablement une image en tête de ce que ça pourrait ressembler parce que c'est environnant. Tu tournes les chaînes de postes de TV puis tu vas tomber sur une télé-réalité quand même assez rapidement. Fait qu'à l'intérieur du roman, le thème de la télé-réalité est abordé pour nous montrer que c'est malsain. Et ça vous fait réflexionner sur votre propre sensation de la télé-réalité. Qu'est-ce que pour vous, ça vient chercher de mauvais en vous ou de bien en vous? Il y en a qui écoutent la télé-réalité vraiment pour relaxer, pour juste se déconnecter, parce que c'est quelque chose de fondamentalement stupide. Et ça fait du bien de rire, et de rire souvent des candidats, des gens qui sont sur place dans la télévision. Ça aide à certaines personnes pour se déconnecter de leur propre réalité, de leur vie à eux autres, qui sont comme genre... What am I living? Puis t'en as d'autres qui l'écoutent vraiment avec une perversion de comme genre j'aime hate les gens, puis ils sont là pour ça, puis c'est créé pour ça. Comme oui, les producteurs là, savent très bien à quoi servent leurs projets quand ça arrive dans la TV des gens. Le but c'est de leur faire décrocher, mais elle est où la ligne où ça devient malsain? Là est ma question. À l'intérieur du roman, c'est de la torture, c'est de la violence, c'est des meurtres présumés. Mais ils l'ont poussé dans un extrême. En ce moment, ça reste quand même qu'il y a beaucoup d'humiliation dans les téléréalités. Il y en a que c'est volontaire, il y en a que ça l'est peut-être un peu moins. Là est à votre propre jugement et ce que la télé vous partage comme information, tu sais. On peut pas dire que c'est toujours bon ce qui sort de là. Alors profitez de cette expérience-là, de cette lecture-là pour vous comparer à ce que vous voyez là-dedans, de votre perception de la chose, comment vous imaginez tout ça. Et si jamais cette dystopie-là ne vous parle pas, c'est pas quelque chose que vous croyez que ça pourrait arriver. Moi, personnellement, je suis sûre que ça va arriver un jour, que l'humain va dépasser une limite. Puis c'est un peu décrit dans le roman aussi, lorsqu'il parle de la réaction des gens, il y en a qui étaient outrés, que ça se peut pas qu'on traite des humains comme ça, puis t'en as d'autres qui étaient comme genre « Yes, let's go, c'est bon, c'est trop fort comme concept ». Fait que c'est toujours deux pôles comme ça, deux extrêmes de la chose, puis où est-ce qu'on trouve un milieu là-dedans, puis qu'on comprend les deux parties, de comme on comprend à quel point les gens peuvent peut-être avoir besoin de voir de la souffrance pour oublier la leur, puis à quel point c'est comme non, on a crossed the line, on peut pas aller jusque-là, c'est impossible. Posez-vous la question. Deuxième thème super important, la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale, me demanderez-vous? Elle ne sait pas. Mais je vais vous exposer une de mes théories. Alors, lorsqu'on décide de parler d'un événement historique, comme par exemple la Seconde Guerre mondiale, il faut penser à ce qu'on appelle la mémoire collective. Chose que nous n'avons plus vraiment pour la Seconde Guerre mondiale. Je vais m'expliquer. Je n'étais pas née en 1939 quand Hitler a envahi la Pologne. Je n'étais pas là. Je ne peux pas comprendre. Je sais que cette information-là est arrivée, mais je n'ai pas d'attache émotive. Et mes parents non plus, parce qu'eux non plus n'étaient pas nés. Et mes grands-parents, moi, mes grands-parents sont nés en 1945-1946. Alors, ils étaient nés à la fin de la guerre. Alors, leurs parents l'ont vécu. Eux, pas vraiment, ils ont vécu les backlash de la guerre, mais pas la guerre en tant que telle. Alors, cette mémoire que mes arrière-grands-parents avaient de cette époque-là, l'ont transmis à leurs enfants en leur disant il faut pas retourner là, c'était malsain, c'était violent, c'est pas un avenir qu'on peut souhaiter pour vous, il faut jamais que ce genre d'événement-là
revivre. Les enfants, bien évidemment, qui regardent leurs parents et se disent « plus jamais, ils ont raison, c'est sûr, ça peut être horrible pour eux, ils ont des photos, ils sont encore très proches, ils ont encore des éléments dans l'architecture qu'ils voient, dans les musées, tout ça. C'est partout autour d'eux et ils sont un peu élevés dans cette espèce de récession de l'humanité. Et après ça, eux, mes grands-parents, vont parler à leurs enfants, leur parler de ça, mais là, ça devient un petit peu plus comme genre, ouais, j'ai grandi là-dedans, c'était bizarre, c'était la fin de quelque chose, c'était pas une belle époque, j'ai vu mes parents souffrir, puis je veux pas que ça arrive, puis blablabla. Et là, ensuite, on tombe d'une autre génération. Mes parents qui m'en ont parlé, nous, c'est des références historiques. Ça fait tellement longtemps que c'est quelque chose dont il faut se souvenir parce que ça a marqué l'histoire. Mais là, on est rendu à un stade où les gens l'étudient à la fine pointe. On sait pratiquement tout facilement de la Seconde Guerre mondiale. On a juste allé sur Internet, on va trouver des documentaires de partout. Au début, c'était beaucoup trop frais dans la mémoire des gens pour que ça vaille la peine de faire un gros documentaire parce que les gens l'ont vécu, l'ont vu, ils n'ont pas le goût de le revoir dans un documentaire. Mais nous autres, on n'a jamais vu ça, mais on en entend parler autour. Fait qu'on est comme genre, fuck, c'est tellement intéressant, je veux tout savoir, je veux tout voir, je veux tout écouter sur Netflix, je veux tout... On est rendu qu'on veut tout savoir, on veut comprendre ce qui s'est passé, mais on n'a pas l'attachement émotif, on n'a pas la mémoire collective d'à quel point ça a marqué l'histoire, ça nous a marqué en tant qu'humanité. On le sait dans notre tête. On est rationnel, on comprend que c'était l'enfer, littéralement. Mais au niveau des sentiments, on ne peut pas faire à croire qu'on était là puis qu'on comprend le bagage. Ce qui m'amène à mon prochain point, c'est que cette mémoire collective-là, lorsqu'on l'a perdue, comme ça peut l'être peut-être pour ma génération, on va refaire les mêmes erreurs. Et ça peut s'expliquer dans les dernières années par tous les mouvements d'extrême droite qu'il y a eu, la montée au pouvoir de Trump jusqu'à son élection. Il y a eu ça aussi en France avec Marine Le Pen. Il y a eu des personnages, des personnalités de la politique qui ont essayé de comme ramener une espèce de truc un peu... Tu sais, ça a limite de comme le régime totalitaire, tu sais, puis pourtant dans des endroits comme l'Occident où on est quand même assez sorti de ça. Ça amène un autre poids, tu sais, de se poser la question puis d'être comme genre, OK, on a vraiment oublié au point on est prêt à laisser ça recommencer. Ça a été un gros débat quand Trump est rentré au pouvoir. Et comme vous avez sûrement pu voir les memes, où on comparait vraiment les deux. Et c'était pratiquement la même chose dans les idéaux. Fait que la mémoire collective oubliée a fait en sorte qu'on est prêt à répéter les mêmes erreurs en pensant que ça va être différent cette fois-ci. Ah, mais les idées à la base n'étaient pas si mauvaises que ça. On va y réessayer, on va y redonner une shot. Non. Et c'est probablement ça, peut-être, qu'Amélie Nothomb voulait nous montrer à l'intérieur de son roman. En tout cas, c'est ce que moi, j'en ai déduit. En perdant cette mémoire collective-là, on répète les mêmes erreurs et en l'incorporant avec le concept de la télé-réalité, qui est quelque chose d'extrêmement moderne et présent dans nos vies, tu combines les deux, puis ça fait une espèce de gros clash, parce que c'est deux concepts complètement différents, quelque chose d'aussi ancien et d'aussi moderne. C'est un clash tellement intense que t'es comme genre, ben voyons, boire qu'on serait capable de faire ça. J'ai perdu foi en l'humanité, moi, en lisant des livres. Essayez de vous poser la question, votre mémoire à vous, comment vous vous souvenez de ça? Parce que vous vous en souvenez pas au niveau des événements, mais comment ça s'imprègne en dedans de vous? Comment vous vous réinteragissez avec cette espèce d'ambiance de comme, on n'était pas là, on veut savoir tout ce qui s'est passé, mais à quel point ça vient nous toucher, à quel point on comprend vraiment, même si on écoute tout, on aura, même si on va chercher tous les documentaires et tous les écrits, tous les livres qui ont été faits sur cet épisode-là de notre histoire, on ne saura jamais intérieurement ce que ça fait à moins de le vivre. Posez-vous la question comment ça vient vous affecter et surtout, n'oubliez pas, mélanger les deux thèmes, le clash entre la Seconde Guerre mondiale et la télé-réalité, le mélange de ces deux-là vient vraiment faire en sorte que c'est quelque chose de très moderne parce que ça peut réarriver. Ça peut tellement réarriver, il ne faut pas oublier ça non plus. Ça aussi, ça s'est effacé de notre mémoire collective parce qu'on ne voulait tellement pas que ça arrive quand ça s'est passé. On ne voulait plus jamais que ça réarrive plus jamais, jamais, jamais. Mais là, aujourd'hui, on n'a plus de contact avec ça. Il n'y a plus personne pour nous rappeler pourquoi faut pas réessayer, tu sais, parce qu'on est un peu con. Fait qu'écrivez-moi en commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, sur Facebook, sur mes comptes personnels, sur mes comptes de chaîne. J'ai vraiment envie de savoir comment vous avez perçu ce roman-là, parce que moi, ça m'a vraiment mind blown. Puis je suis vraiment contente de l'avoir vu à cet âge-là, de l'avoir lu à cet âge-là, aussi à cause du prochain point que nous allons discuter. Tout d'abord, c'était la première fois que je lisais de toute mon existence, même de lecture obligatoire, de lecture personnelle, avec des personnages queer. J'avais déjà lu des auteurs qui étaient homosexuels, qui partageaient leur propre vision de l'homosexualité et de ce que c'était pour eux dans une autobiographie, par exemple, ou dans les relations qu'ils ont eues, tout ça, dans les entrevues, tout ça. J'avais déjà lu des auteurs
queer dans ce sens-là, mais au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, j'en avais jamais lu. Puis je suis vraiment contente que ça en soit une lecture obligatoire parce que ça nous a obligés, d'une certaine manière, à se rendre compte qu'il existe des relations comme ça. Parce que c'est pas un réflexe, et là je parle at large, je veux pas viser personne en particulier, mais c'est pas nécessairement un réflexe pour les gens hétérosexuels d'aller chercher de la littérature plus queer ou homosexuelle parce que ça vient pas les chercher, ça va pas les toucher eux. Fait qu'ils sont comme comment je peux me voir dans une relation, dans la romance à l'intérieur du roman si c'est quelqu'un du même sexe. Il y en a qui sont pas capables de faire le lien, fait qu'ils vont pas aller chercher eux-mêmes de la littérature queer. Alors de l'obliger, entre guillemets, au cégep dans une lecture obligatoire en français, ça vient forcer d'ouvrir l'esprit, de voir qu'il y a plus qu'une possibilité, puis de se rendre compte que dans l'intérieur du roman, l'amour, c'est l'amour. Peu importe les sexes. Et Zdena est en amour avec Panonic, peu importe ce qu'on va dire. Puis même si ça avait été un personnage d'un autre sexe, ça aurait été la même amour. Malsain! Mais il est là pareil. Pas faire croire qu'il n'y a pas des relations toxiques dans ton hétérosexualité, là, comment? Ce qui est intéressant aussi par rapport à cette relation-là, c'est qu'elle n'est pas dans l'histoire, dans le but de montrer ça, de montrer... C'est pas... La main story, c'est pas que Zdena est tombée amoureuse de Panonic. Non, non, non. C'est tout ce que je vous expliquais tantôt par rapport à la télé-réalité puis la Seconde Guerre mondiale puis ce clash-là dans notre modernité. C'est ça l'élément central du roman et c'est ça qu'il veut parler. Mettre deux personnages féminins dans une relation amoureuse à l'intérieur de ce roman-là, ça vient pas faire... L'objectif, c'est pas de venir te faire genre « Ah, check! L'amour, c'est l'amour, les femmes pour les femmes et nous nous aimons, peu importe notre sexe. » C'est pas ça l'objectif du roman. Pas du tout. Il est là parce que c'est normal de le mettre là. C'est normal que ce soit une relation comme ça. Puis il faut normaliser ce genre de truc-là aussi. Il faut pas se faire à croire que le main story, c'est ça. Fait que ça, c'est juste une side story. Ben, je vais y aller avec l'hétéronormatif. Tu sais, ça va appeler plus de monde. Bullshit. Fait que leur relation, leur amour, ce n'est pas une critique sociale. Ce n'est pas pour montrer que la société... Au contraire, il y a personne à l'intérieur du roman qui passe des commentaires comme quoi, genre... Oh, c'est deux filles, pis c'est Marc. Non! Les personnages du roman sont en contre-torche, parce que j'espère que dans cette dystopie-là, même s'ils essayent de tuer des gens avec des téléréalités un petit peu wrong, au moins, ils sont capables de dire que l'amour, c'est l'amour, et que l'égalité des sexes est là, et que, quiconque a le droit d'aimer qui veut, peu importe son sexe. Ça se passe pas bien dans leur dystopie, mais sur certains points, on dirait qu'ils sont plus avancés que nous autres. Alors, ça devient une information en arrière-plan. À un moment donné, tu oublies que t'as pas l'habitude de lire des histoires avec deux personnages féminins en amour dans des side stories. Puis t'es comme genre, l'histoire est bonne pareil. Ben oui, elle est bonne pareil. Parce qu'au final, tu te rends compte que, on vit la même chose. T'sais, les gens qui sont contre le projet de la télé-réalité, ils sont contre le projet de la télé-réalité. Ils sont pas contre l'histoire qu'ils mettent de l'avant dedans. C'est ça que je trouve quand même assez mind-blown. C'est vraiment une excellente façon de mettre de l'avant des personnages queer, des personnages de la diversité, puis de juste grow with the flow, puis être comme genre, hey, regarde, c'est ça qui arrive dans ce roman-là, puis regarde, fait avec, à ce temps, on va te raconter de quoi de fucking plus deep. Concentre-toi, mon ami, on est parti. Moi, je trouve ça magnifique. Puis je suis contente que ce soit ce roman-là qui m'a initié à une littérature un petit peu plus queer, puis des personnages de différentes orientations où je me retrouve sincèrement. Et je suis sûre que vous pouvez vous y retrouver, vous autres aussi. Faites juste ouvrir un petit peu les yeux, ouvrir un peu votre esprit. Puis autant l'histoire de Panonic et Zdena, autant des histoires comme Aristote et Dante, autant... il y a tellement de magnifiques histoires qui sont pas hétéronormatives. Puis c'est de l'amour, mais tellement profond, puis ça fait du bien, puis c'est beau. Peut-être pas l'histoire de Zdena et Panonic, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a des gens qui se font tuer à toutes les semaines, puis ces conneries-là. Mais regarde, veux-tu bien, esti, être content d'avoir un peu de diversité dans ton corpus scolaire? Go! OK. Fait que je vais finir là-dessus. J'espère que l'analyse va vous avoir aidé. Si vous avez à lire ce roman-là pour un de vos cours, je vous souhaite un gros merde pour vos examens. Si vous n'avez pas à le lire pour un cours, je vous souhaite quand même une excellente lecture. J'ai essayé de spoiler le moins possible à l'intérieur du roman, parce que c'est sincèrement une histoire que je conseille pas mal à tout le monde de lire au moins une fois dans sa vie. Tous les liens de recherche sont évidemment dans la description. Alors, bon retour de semaine de Pâques à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.